Du coup, on va parler aujourd'hui de la thématique suivante, intitulée « Des déchets aux ressources, un enjeu de résilience et de rentabilité ». Et du coup, on va explorer pourquoi et comment l'économie circulaire devient un levier clé pour les organisations, pour réduire leur impact environnemental et aussi pour gagner en performance et en résilience. Avant de commencer, je vous propose un petit icebreaker. Le temps que tout le monde se connecte, je vous propose de répondre à ces deux questions directement dans le chat. Indiquez où est-ce que vous vous êtes situé actuellement. Pour ma part, je suis à Paris. Et puis, vous pouvez préciser éventuellement pour quelle structure vous travaillez si vous le souhaitez. Et puis, quelles sont vos attentes en participant à ce webinaire en un mot. Donc, le chat est directement ici. Et pendant que vous écrivez, je me présente rapidement. Je suis donc Hélène Vallée-Rivière, chargée de compte au sein de l'association Ma Petite Planète. J'accompagne différentes structures à mettre en place le challenge. Et du coup, je vais animer le webinaire aujourd'hui, aux côtés de 3 intervenants que je vais présenter juste après. Alors, on a donc Morgane qui est chez MMA à Fécamp, Laurence Charpentier à Polytech Nantes. Bonjour Laurence. On a Sarah Bonnet, une des intervenantes, qui est à Biarritz. Super. Samuel à Paris aussi. Laure à Lille. Rouen pour la métropole de Rouen-Normandie. Romain qui est à Zurich. Et un autre Romain à Paris pour le cabinet en redirection écologique. Sinon, virgule. Élodie qui est à Toulouse pour Airbus Atlantique. Clara à Amiens qui travaille à l'Université de Picardie, Jules Verne. Je viens chercher des ressources et des bonnes pratiques. Merci pour vos attentes, le partage de vos attentes. Eh ben, bienvenue à tous et à toutes. Et sans plus tarder, je vais proposer donc aux intervenantes de se présenter dans l'ordre des photos qu'on voit de gauche à droite. Sarah, si tu veux commencer. Oui, merci beaucoup Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour parler d'économie circulaire. Moi, je travaille pour Circulaire. Chez Circulaire, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et les territoires dans leur transition vers une économie circulaire. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous nous connaissez et si on travaille déjà ensemble. Cet accompagnement chez Circulaire, il s'organise autour de 3 activités principales, que sont la formation, les missions de conseil et la création de coalitions d'action ou de réflexion sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à l'équipe de Ma Petite Planète pour l'invitation. Et donc, je prends le relais si on suit la photo. Donc, moi, je suis Samuel Sauvage. Je suis directeur économie circulaire chez Auxilia, qui est une association qui fait du conseil sur les projets, les stratégies d'économie circulaire sur les territoires, avec une partie études, une partie plan d'action, animer des stratégies et puis des projets opérationnels qui peuvent aller de la ressourcerie à la monnaie locale, à la matériothèque, etc. Et j'ai une autre casquette qui est une association donc qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée, dont je suis cofondateur et qui lutte donc pour allonger la durée de vie des produits. Donc tout ça est assez cohérent et donc je passe la parole à Laure. Merci Samuel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laure Lagier, je suis directrice RSE chez Happy Restauration. Happy Restauration est une entreprise donc de restauration collective. On est présent partout en France. C'est une entreprise familiale. On est entreprise à mission depuis 3 ans et on porte des enjeux notamment de réduction du gaspillage alimentaire, du réemploi, et c'est ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Merci à tous les 3. Rapidement, du coup, on va commencer par introduire le sujet en posant quelques constats de départ, de base. Ensuite, on va passer à une première séquence concrète et aborder le sujet des nouvelles pratiques et compétences liées à ce sujet. On va voir aussi que derrière toutes les obligations légales, il y a aussi des dynamiques de formation, d'organisation. On va aussi explorer comment le réemploi va devenir un moteur de transformation systémique. Et puis, on va prendre le temps de tirer quelques conclusions clés de tous ces échanges. Et puis, il y aura une partie questions-réponses, mais n'hésitez pas à en poser tout au long dans le chat. On les prendra notamment à la fin.
Oui, vous recevrez le support de présentation à la fin de l'échange, ainsi que le replay. On va vous envoyer un mail récapitulatif, Hélène. Et à toutes les personnes donc, inscrites à ce webinaire, même celles qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Pour commencer, voilà, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut plus se contenter de parler juste de gestion des déchets. Il faut à tout prix les éviter, les réduire, les réemployer. Et puis, c'est une vraie, je pense, une vraie opportunité. Ce n'est pas qu'une contrainte, vraiment. C'est pas un simple résidu de nos activités. C'est devenu un véritable indicateur, un véritable révélateur de notre modèle économique et de notre dépendance aussi aux matières premières et des limites écologiques qu'on atteint. C'est voilà, un enjeu aussi stratégique pour la résilience, la performance, et Sarah en parlera aussi un petit peu juste après. Donc, je vous partage quelques chiffres en introduction, donc pour partir d'un même constat. En France, du coup, on constate qu'il y a 310 millions de tonnes de déchets produits chaque année, répartis, comme vous pouvez le voir sur la slide, entre les ménages, les entreprises, hors construction, et il y a aussi une partie donc liée à la construction. On a un citoyen aussi comme donné, voilà, un citoyen produit en moyenne 500 kilos de déchets ménagers par habitant. C'est des données de l'ADEME de 2022. On a aussi donc seulement 45% des déchets qui sont valorisés en Europe. Et voilà, le reste, en fait, va encore finir enfoui ou incinéré, et ça va contribuer à la pollution des sols, de l'air, au dérèglement climatique. Et enfin, l'extraction des ressources pour produire ce qui devient un déchet est aussi à l'origine de 50% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, on va voir comment dépasser ce modèle produire, consommer, jeter, et à travers plusieurs exemples concrets, à la fois qui concernent les collectivités, les entreprises publiques. Et pour commencer, je laisse la parole à Sarah qui va nous dire en quoi l'économie circulaire est un atout stratégique pour les organisations et les entreprises. Oui, merci Hélène. Effectivement, le constat que tu viens de poser et tous ces chiffres sont assez déprimants, ça c'est sûr, mais c'est une réalité effectivement qui est liée à notre modèle linéaire. Mais heureusement, on a une alternative qui est l'économie circulaire. Je vais peut-être donner une définition pour qu'on soit tous au même niveau de connaissance. L'économie circulaire, c'est assez simple. L'idée, c'est d'utiliser plus intelligemment les ressources pour, à la fin, ne plus produire de déchets. Et ça va passer à travers différents mécanismes. Le premier, c'est mieux produire. Donc, on va essayer de s'approvisionner plus durablement. On va avoir recours à des méthodes comme l'éco-conception. Ensuite, on va essayer de repenser l'usage. Donc, on va développer de nouveaux modèles qui vont avoir vocation à, par exemple, allonger la durée de vie des produits, comme la location, la seconde main ou la réparation. Et enfin, en bout de chaîne, on va donc plus produire de déchets et donc essayer de donner une nouvelle vie à travers la revalorisation des déchets, des procédés comme l'upcycling ou la logistique inversée. Donc nous, chez Circulaire, on travaille essentiellement avec des grandes entreprises et on est convaincus que l'économie circulaire, c'est un atout véritablement stratégique pour ces entreprises pour 3 raisons principales. La première, c'est effectivement l'optimisation des coûts. On comprend bien que si on a recours à des procédés comme le réemploi, le recyclage, du coup, notre besoin en matières premières vierges, il va diminuer et donc on va réduire ce poste-dépense-là. En termes de gestion des déchets aussi, il y a un chiffre qui est assez impressionnant, c'est en 2022, en France, la gestion des déchets, elle coûte environ 21 milliards d'euros. Donc, 42% sont supportés par les entreprises, c'est à peu près 9,1 milliards d'euros. Donc, si on va vers plus de circularité, ça veut dire moins de déchets à collecter, transporter, traiter, et donc une réduction de la facture pour l'entreprise. L'économie circulaire aussi, elle implique de réfléchir sur les flux de matière, ce qui permet donc d'identifier des gisements et d'optimiser ces flux-là et donc de réduire les pertes en ressources, qui ça aussi va avoir des impacts financiers.
Il y a aussi un enjeu de résilience, et encore plus quand on voit l'actualité, toutes les tensions géopolitiques qui peuvent exister, les différentes crises sanitaires, etc., mettre de la pression sur les ressources, sans parler évidemment de la raréfaction des ressources aussi, où on voit bien qu'il y a une réalité en termes d'explosion des prix sur ces ressources-là. Et donc, aller vers de la circularité, ça va permettre de sécuriser les approvisionnements parce qu'on va favoriser des boucles locales de réemploi qui réduisent notre dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux. On va mieux maîtriser ses coûts du coup sur du long terme. Et il y a aussi un enjeu réglementaire qui est que forcément, aller vers de la circularité, c'est aussi anticiper les évolutions réglementaires qui vont aller dans ce sens-là. Je pense au Critical Material Act européen. Donc voilà, l'idée, c'est de se positionner plutôt en pionnier et non en suiveur. Et enfin, il y a un sujet aussi de création de valeur. L'économie circulaire, ça permet aussi d'innover, de développer, je le disais en introduction, de nouveaux modèles et donc de nouvelles sources de revenus pour l'entreprise. Et il y a aussi un enjeu évidemment d'attractivité des talents. On le voit là encore récemment, les étudiants de Polytechnique qui ont revendiqué cet intérêt et cette envie pour travailler pour des entreprises qui s'engagent d'un point de vue environnemental. Et donc, adopter ce type de pratique, c'est aussi attirer des talents innovants et engagés dans cette transition. Merci Sarah. Et je passe la parole à Samuel, puisqu'en parallèle, ces sujets sont aussi devenus centraux dans l'opinion publique. On peut jeter un œil à la perception qu'en ont les Français déjà. Oui, c'est que parler de déchets, c'est pas très séduisant, mais en réalité, c'est souvent apparu comme la première préoccupation environnementale des Français. Là, c'était une étude de make.org, par exemple. Et donc, le premier sujet, c'était comment est-ce qu'on arrive à mieux gérer, à réduire les déchets. Donc, politiquement, par rapport aux citoyens, c'est un grand enjeu, mais aussi au niveau des entreprises. Je clôture actuellement une grande enquête sur tous les commerces de France. Et ce que nous ont dit tous les gérants de commerce, c'est que c'est aussi leur principale préoccupation écologique aujourd'hui, c'est comment mieux gérer les déchets. C'est en lien donc avec des exigences réglementaires qui s'affirment. Il faut rappeler d'abord qu'il y a une hiérarchie dans les modes de traitement des déchets. La première chose à faire, c'est donc de l'éviter. Éviter le déchet à travers les politiques de prévention. Quand on fait du réemploi, c'est-à-dire qu'on réutilise un objet pour un même usage, on évite le déchet. Donc là aussi, on arrive à prévenir. Et ce n'est que quand on n'a pas réussi à prévenir le déchet qu'on va passer dans du recyclage, qui n'est pas du tout la solution de l'économie circulaire, qui est une solution de second rang. Quand on n'a pas réussi à faire l'inverse, à la fin, quand on ne réussit pas à recycler, on peut valoriser énergétiquement à travers, par exemple, l'incinération, et le pire de tout étant d'enfouir les déchets. Mais ce n'est pas anecdotique, c'est encore à peu près 20% de notre mode de gestion des déchets en France. Donc, on a beaucoup d'incitations ou d'obligations réglementaires, notamment depuis la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, en 2020. Donc, on a maintenant, par exemple, des tris qui s'imposent aux entreprises sur 9 flux maintenant, donc papier, métal, plastique, verre, bois, textile plus récemment, fractions minérales, plâtre et biodéchets. Les biodéchets, c'est aussi une nouvelle obligation pour les collectivités qui doivent proposer une solution de tri à la source depuis un an et demi. Et puis, les invendus, aujourd'hui, c'est interdit de les jeter. C'était déjà le cas pour les invendus alimentaires, mais maintenant, c'est le cas pour tout type d'invendus. Donc, vous voyez ces types d'obligations qui s'imposent de plus en plus et qui vont continuer à le faire dans les prochaines années. Et les collectivités qui ont des objectifs forts et qui n'arrivent pas pour l'instant à les remplir, de moins 15% de déchets entre 2010 et 2030. Et c'est vrai que par rapport aux chiffres que montrait Hélène en début de webinaire, c'est que malheureusement, ils ont tendance à stagner. Donc, nous avons certes des initiatives, mais les résultats ne sont pas encore là et ne sont pas à la hauteur des attentes, d'où le besoin de mobiliser toutes les forces vives et d'explorer des solutions qu'on va voir dans ce webinaire. Merci beaucoup Samuel. Du coup, je vous propose dans une première partie que face à ces nouveaux enjeux,
on va voir qu'il y a des nouvelles pratiques voilà, tous ces enjeux s'accompagnent de nouvelles pratiques et compétences. Et donc, je vais redonner la parole à Sarah qui va nous parler des dynamiques inter-entreprises qui permettent notamment de passer à l'échelle. Merci, Hélène. Oui, c'est vrai que maintenant qu'on a posé le constat, l'idée, c'est de comprendre comment on va pouvoir aller vers plus de circularité. Nous, chez Circulaire, il y a une conviction qu'on porte d'assez longue date, c'est que pour permettre au modèle circulaire de passer à l'échelle, il faut encourager la collaboration entre entreprises, entre concurrents, entre différents acteurs sur la chaîne de valeur. Et c'est assez contre-intuitif finalement parce que on est dans une société qui prône a priori plutôt la compétition depuis l'enfance. C'est quelque chose qui est quand même assez poussé. Alors que la transition écologique, la transition circulaire, elle nécessite de changer complètement de vision et d'aller vers ce que nous, on appelle la coopétition, donc la collaboration entre compétiteurs pour aller vers des nouveaux modèles. Et c'est absolument indispensable parce qu'aujourd'hui, même si on croit profondément à l'économie circulaire, la réalité, c'est qu'on n'a que 7% de l'économie mondiale qui est circulaire. C'est le dernier constat du Circularity Gap Report. Et ce constat un peu alarmant, il est notamment lié aussi au fait qu'on a plein de solutions d'économie circulaire qui existent, mais elles sont souvent soit isolées, soit très silotées, soit elles restent à un stade expérimental et du coup, elles ne passent pas à l'échelle, ce qui permettrait d'avoir une généralisation de ces pratiques-là. Donc, on a des efforts qui sont très fragmentés, où chacun avance un petit peu de son côté et du coup, les impacts derrière, ils sont assez limités. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est donc de favoriser cette collaboration inter-entreprise entre différents... collaboration qui peut se faire à 2 niveaux, je dirais. Le premier niveau, c'est par la création de coalitions par chaîne de valeur. Donc, ça veut dire qu'on va réunir tous les acteurs de la chaîne de valeur pour travailler ensemble. Je donne un exemple, on a mené une coalition notamment sur la publicité sur le lieu de vente, où on s'est dit, si on veut rendre la PLV plus circulaire, il faut qu'on travaille forcément avec les concepteurs de PLV, puis les fournisseurs, puis les distributeurs, puis les marques, puis les gestionnaires de fin de vie. Donc, on a réuni toutes ces personnes autour de la table pour réfléchir en moyen d'éco-concevoir, notamment la PLV. Ensuite, on a des coalitions entre concurrents, où là, on va réunir des acteurs d'un même secteur qui sont a priori concurrents et qui vont travailler ensemble autour d'un défi commun. Une des dernières coalitions qu'on a montées, c'est une coalition sur l'industrie circulaire, donc l'industrie secteur hautement concurrentiel. Donc c'est pour ça que c'est assez fort de mettre cet exemple en avant, où on a des grands fleurons de l'industrie française qui vont travailler ensemble sur toutes les logiques de criticité des matériaux, raréfaction des ressources, pour essayer de faire de l'économie circulaire finalement un levier d'antifragilité pour l'industrie. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on travaille avec la Bercy, donc le ministère de l'économie et un de ses services, la Direction générale des entreprises, où on voit bien l'intérêt que portent les pouvoirs publics à ces sujets-là. Et donc, concrètement, comment ça se passe ? À chaque fois, on va essayer d'identifier un enjeu systémique à fort potentiel, donc l'industrie, les ressources, par exemple, les emballages, j'y reviendrai plus tard. Et ensuite, on va construire des expérimentations sectorielles ou des travaux de réflexion. Et l'objectif derrière, c'est évidemment de le déployer à plus grande échelle parce que c'était mon point d'introduction. L'objectif, c'est évidemment de passer à l'échelle. On travaille du coup avec différents acteurs sur ces sujets-là, et notamment les pouvoirs publics parce que évidemment, avoir des grands industriels ou des grandes entreprises d'un secteur qui travaillent ensemble sur un sujet, ça donne un pouvoir d'influence, de rayonnement beaucoup plus important, et notamment pour aller adresser les pouvoirs publics sur des thématiques liées à la circularité et donc avoir une avancée des politiques publiques qui encourage derrière aussi l'adoption de ces modèles. Merci Sarah. Et je vais passer la parole à Laure pour que tu puisses nous donner un exemple justement avec Happy Restauration, comment vous êtes engagés dans cette dynamique de transformation. Alors nous, effectivement, en tant qu'acteurs de la restauration collective, donc cuisine des repas. Donc effectivement, le sujet de l'économie circulaire et plus particulièrement de la réduction des déchets, ça passe
d'abord et en priorité par la réduction du gaspillage alimentaire. Ça, c'est un point chez nous primordial, effectivement, qui fait partie de nos enjeux environnementaux prioritaires. Alors nous, notre force, ça va être effectivement cet effet d'échelle, puisqu'on est présent partout en France. Tous les jours, on cuisine près d'1 million de repas. Donc effectivement, on peut se dire que si on met en place une action qui marche, on va potentiellement avoir des résultats assez forts rapidement. Donc c'est un petit peu ça qu'on essaie de mettre en place. Alors sauf que chez Happy, on est une entreprise très décentralisée puisqu'on valorise beaucoup la proximité avec nos équipes et avec nos clients. Et cette décentralisation nous force un petit peu à réinventer nos processus internes pour dire que quand on demande à nos équipes de réduire le gaspillage alimentaire, on va leur demander aussi de se mettre en action et on a mis en place ce qu'on a appelé, nous, la timeline du gaspillage alimentaire. En fait, c'est un processus interne qu'on a créé il y a une petite dizaine d'années où on pense le repas de l'amont à l'aval. Et en fait, le repas est vraiment pris dans sa globalité pour se dire le gaspillage alimentaire ne se pense pas au débarrassage. Ce qu'on a peut-être un peu en tête quand on mange en restauration collective, c'est de se retrouver au moment du débarrassage du plateau. Et là, on voit la quantité de déchets alimentaires, de gaspillage qu'on a pu générer. Donc, en fait, cette notion de timeline, elle va nous permettre de repenser le repas, que ça soit travailler sur la satisfaction des convives, l'implication de nos diététiciens pour accompagner aussi sur les grammages, sur les portions, en fonction du type de secteur dans lequel on est. Quand on travaille notamment sur des secteurs comme la petite enfance, le scolaire, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, on doit respecter des règles nutritionnelles, donc de quantité de grammage. On a aussi évidemment pensé à la formation de nos chefs, aussi bien culinaires que dans le moment du repas. Voilà, on travaille évidemment sur toutes ces actions. La vaisselle joue aussi son importance sur les petites portions, les grandes portions. On a pas mal d'actions évidemment de communication et enfin, on a travaillé sur la mesure de le gaspillage. Et là, on a travaillé sur la pesée des déchets. Donc, dans nos restaurants, on quantifie les biodéchets. Alors, je parle bien de biodéchets qui n'est pas égal au gaspillage alimentaire, parce que quand on parle de biodéchets, nous, dans un restaurant, c'est les déchets aussi de cuisine, donc l'épluchure également. On parle du retour assiette du convive. On parle aussi de l'excédent de production qui a été produit au moment du repas, dû à des problèmes d'effectifs, par exemple. Et on va aussi parler, par exemple, des plats témoins. Alors ça, c'est des petites spécificités dans nos métiers, mais on est obligé de garder une petite quantité de repas pour des questions d'hygiène. Donc, on quantifie tout ça. Et depuis 2019, c'est pesé et ça nous permet d'avoir des stades de réduction. Et la particularité, c'est qu'on n'a pas imposé à chacune de nos équipes un objectif de réduction. C'est qu'on a demandé à chacune de nos équipes d'organiser des ateliers qu'on a appelés des causeries. Alors, causeries, pas parce qu'on cause, mais parce qu'on va chercher les causes du gaspillage alimentaire. Donc, nos équipes de cuisine se réunissent pour identifier donc les causes du gaspillage et se fixent eux-mêmes leurs propres objectifs. Et ça, c'est important. On a vu que c'était vraiment la clé de la réussite de notre approche, puisqu'en fait, on définit en fonction du secteur, du convive, de l'espace, du territoire dans lequel on est. Il y a plein de facteurs qui jouent sur la réduction du gaspillage alimentaire. Et l'autre intérêt aussi de cette démarche, c'est qu'on engage aussi à la responsabilité de notre client et de nos convives, puisque c'est bien une approche tripartite qu'on veut mettre en avant. Le gaspillage, ça se pense aussi dès la rédaction d'un contrat. Là, on a souvent le cas, mais c'est effectivement comment on engage cette réflexion globale pour que tout le monde soit acteur de la réduction du gaspillage. Donc, peut-être voilà ce que je pouvais dire sur le sujet pour le moment. Merci beaucoup, Laure. Et en effet, on verra qu'il y a des enjeux de formation et on peut en parler aussi maintenant. Tous ces nouveaux enjeux entraînent aussi une évolution des métiers et de ces opportunités. Et je te rends la parole, Samuel. Oui, c'est vrai que c'est des évolutions qui interrogent sur le contenu. On passe l'essentiel de notre temps au travail et donc on a des évolutions qui sont structurelles. Là, ce qu'on voit sur la gauche, c'est à quel point il y a une obligation de bouger, à la fois par les législations qu'on a vues au départ
par les comportements des consommateurs qui sont de plus en plus en attente. Dans les enquêtes, ils le disent, c'est un grand critère de choix. En dessous du prix, malheureusement, mais ça reste quelque chose de plus en plus fort dans les différentes enquêtes que j'ai pu mener dernièrement. Les concurrents bougent, donc il faut aussi arriver à se positionner. Et puis, il y a aussi les modèles économiques actuels basés sur le toujours plus, la course au volume, qui montrent leurs limites. Donc, ça implique d'avoir, d'une part, un verdissement des métiers, c'est l'expression consacrée, même si elle paraît un petit peu étrange. C'est notamment, voilà, comment tous les métiers actuels, et c'est ça la principale évolution, c'est comment les métiers actuels doivent inclure des compétences en évolution autour de la transition écologique. Donc là, par exemple, je mettais quelques exemples sur le commerce, mais c'est des études que j'ai menées aussi sur le négoce de combustible, sur les matériaux du BTP, etc. Donc, c'est à chaque fois des secteurs très différents où on voit que sur le commerce, il faut savoir renseigner le client, savoir valoriser les invendus, connaître les différents labels, etc. Donc, à chaque fois, il y a des connaissances et des compétences nouvelles. Et puis, il y a parfois des nouveaux métiers ou des métiers émergents qui étaient en perte de vitesse et qui reprennent de l'allure. Donc, ces nouveaux métiers, ça peut être les agents valoristes, par exemple, qui vont chercher à trouver une seconde vie à des objets. Donc, l'agent de déchetterie va de plus en plus devenir un agent valoriste. Les maîtres composteurs se déploient en France. Les diagnostics de déchets du bâtiment requièrent certaines compétences aussi. Donc, on a énormément de mutations du monde du travail qui sont assez positives de mon point de vue. C'est ce que je mets en bas, c'est-à-dire que c'est aussi un levier d'attractivité, comme le commençait à le dire Sarah, de marque employeur pour montrer qu'on a des métiers qui ont du sens, qui s'adaptent à la société actuelle, des leviers de performance parce que derrière, on s'adapte aussi à des attentes de clients ou de parties prenantes, et de résilience ou de robustesse, c'est un mot qui est à la mode aussi en ce moment pour plutôt sortir d'une performance qui vise à faire toujours plus. Là, on est plutôt sur une vision à long terme et comment est-ce qu'on s'adapte à un monde très mouvant, notamment en termes de ressources. Donc, toutes ces évolutions de métiers doivent s'accompagner, s'accompagner de formation notamment pour que les parcours prennent plus en plus de sens et soient adaptés à cette crise écologique qui percute le monde du travail. Merci beaucoup, Samuel. On va maintenant passer du coup à la deuxième partie et parler donc du réemploi comme moteur de changement systémique. Et je te rends la parole. Oui, alors on a décidé de parler du réemploi. Alors on pourrait faire beaucoup de focus, vous savez, sur l'économie circulaire, on pourrait y passer une semaine ensemble. Mais le réemploi est en effet dans cette hiérarchie des modes de traitement quelque chose de prioritaire. Et même si on ne voit pas extrêmement bien, excusez-moi, on en verra le support, on voit bien que dans la prévention, on a d'abord un objet qui peut être réparé, donc tant mieux, on évite le déchet. Et puis cet objet-là, il peut simplement être nettoyé, un petit peu réajusté, remis en état. Et donc, dans ce cas, on fait du réemploi. C'est ce qu'on voit dans les ressourceries, dans les Emmaüs, etc. Tous ces lieux qui se développent pour donner une seconde vie aux objets, qui créent au passage de l'emploi, du dynamisme. Et lorsqu'on est sur un processus de recyclage, là, on va concerner un déchet, donc on est sur autre chose. Là, donc, on met en avant 4 grands avantages du réemploi. C'est le fait qu'on est sur la fonction prioritaire législative de prévention des déchets. Le plus grand impact environnemental, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais autour d'un produit, il y a un sac à dos écologique d'un produit. Par exemple, un ordinateur, il faut 800 kg de matière première pour le fabriquer. Et donc, le principal impact d'un produit, c'est sa fabrication. Donc, la priorité environnementale, c'est de faire durer les objets, et notamment en leur donnant une seconde vie. C'est que le recyclage a beaucoup de limites, on perd en qualité, on a des consommations d'énergie derrière le recyclage, et donc ça n'est qu'une solution de second choix. Et puis au passage, on est dans une société aussi assez fracturée, et donc toutes ces solutions autour du réemploi permettent une insertion professionnelle, notamment de public éloigné. Donc, si on avance pour un petit peu se rendre compte de qu'est-ce qui favorise le réemploi,
je me suis amusé à organiser ce Graal du réemploi, c'est-à-dire ce grand objectif qu'on peut viser quand on développe un projet, qu'il soit privé ou public. Le Graal, ça commence par des gisements qui doivent être donc identifiés, de qualité, avec des R qui sont des ressources humaines qui doivent donc être formées, comme je le disais auparavant. Une animation, parce que c'est aussi des lieux où on sensibilise, des lieux où on fait des partenariats, on est dans une coopération. Et cette animation, elle se double souvent d'aide. Il faut voir comment les collectivités peuvent soutenir ces projets. Ce n'est pas que financier, c'est aussi de l'aide en locaux, par exemple, parce qu'on est sur des projets assez gourmands en foncier. C'est d'ailleurs le dernier point, le L des locaux. C'est-à-dire quand on développe, par exemple, une matériothèque, c'est-à-dire un lieu de vente d'objets, de matériaux du réemploi, eh bien, on a besoin rapidement de 2 000 à 3 000 mètres carrés. Et donc, il y a une coopération publique-privée à organiser autour de ces projets qui sont centraux pour éviter tous les déchets qu'on mentionnait au départ. Et puis, pour finir sur le réemploi, on a différents avantages, différents bénéfices territoriaux de ces politiques de réemploi. Si on commence par les emplois, c'est un des gros objectifs des politiques publiques. Pour 10 000 tonnes de matière ou de déchets, l'enfouissement va créer un seul emploi, l'incinération va en créer 3. Donc, on est vraiment sur très peu de création d'emplois sur les modes majoritaires aujourd'hui, alors que dès qu'on va vers du recyclage, on en crée une 30aine. La réparation, plutôt autour de 400, et même en poussant le bouchon vers le réemploi solidaire, donc toutes ces ressourceries qui se déploient, mais qui ont aussi des difficultés régulièrement, on crée plus de 800 emplois. Donc là, il y a une intensité en emploi qui est intéressante à mettre en avant. Il y a aussi la partie gestion des déchets et réduction des déchets, puisque les coûts, on a commencé à les voir, mais ils sont très forts. Les collectivités, pour les services publics de gestion des déchets, c'est des coûts en hausse d'année après année, autour de 7-8% de hausse l'année dernière, par rapport à un coût qui est estimé à 150 € par habitant, même si c'est très variable d'une collectivité à l'autre. On a des dépôts sauvages, donc le fait que les gens jettent n'importe où dans la nature, qui se multiplient également. Donc permet de réduire cette pression-là. Et les achats, on peut les optimiser aussi parce qu'en achetant de seconde main, on peut trouver des partenaires, des prestataires moins chers, de qualité sur le territoire. Et pour finir, c'est un point qu'a déjà vu Sarah au départ, mais qui est quand même important à citer, c'est cette sécurisation des approvisionnements. Parce que la coopération interentreprises, elle montre ses bénéfices. Moi, j'anime par exemple le réseau national de l'écologie industrielle et territoriale, qui s'appelle Synapse avec l'ADEME. Et donc, on a montré par exemple pendant la crise du Covid que les territoires qui ont le mieux résisté, c'était ceux où il y avait ces dynamiques de coopération. Parce que justement, ils pouvaient s'organiser à plusieurs pour fabriquer des masques, par exemple. Et cette montée en compétences, j'en ai déjà parlé, mais c'est important de montrer qu'il y a déjà des écosystèmes qui se déploient, notamment le club de la durabilité qu'on anime avec l'association HOP, qui montre comment est-ce qu'on a une 40aine d'entreprises aujourd'hui qui choisissent de se réunir régulièrement, de monter en compétences sur les enjeux de durabilité des produits, de réparabilité par exemple, et qui font de cet engagement-là un levier de compétitivité, même si, comme le disait Sarah, c'est parfois avec des concurrents, en réalité, on progresse tous ensemble. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup Samuel. Et pour voir ce que ça donne concrètement sur le terrain, je redonne la parole à Laure de Happy Restauration qui va nous partager son retour d'expérience sur la mise en place du réemploi sur ces différents sites. Oui, donc effectivement, nous, en tant que restauration collective, une partie de notre activité, c'est aussi de livrer des repas qui ont été cuisinés dans des cuisines pour des clients généralement scolaires, mais ça peut être aussi pour de la petite enfance, pour des crèches, ou encore plus spécifiquement pour des seniors, donc des personnes âgées. C'est un marché qui est très décentralisé pour les clients qui n'ont pas la possibilité d'avoir une cuisine sur place et donc de cuisiner sur place en direct pour les clients.
Donc, ces plats étaient auparavant livrés traditionnellement, même dans la restauration collective, et c'est encore beaucoup le cas, mais dans des barquettes en plastique polypropylène. Donc, c'est des barquettes qui existent depuis très longtemps dans la restauration collective et qui ont le mérite d'être légères. Voilà, ça a généré très peu de TMS. Au niveau de l'hygiène, c'était pratique, mais effectivement, les quantités de déchets que ça générait étaient absolument, en tout cas nous, à notre échelle, étaient absolument inadmissibles par rapport aux engagements qu'on avait pris. Donc, l'idée, c'était de trouver une solution pour sortir des barquettes en plastique. On avait deux choix, soit passer aux barquettes qu'on appelle biodégradables, soit passer au réemploi. On a très rapidement évincé cette idée des barquettes biodégradables, alors pour plein de raisons, mais principalement sur la raison qu'on a quand même peu de certitude sur la fin de vie de ces barquettes, et en fait, on continue quand même à générer un déchet, qu'on continue quand même à produire de la matière qui sera in fine pas forcément biodégradée ou forcément bien réutilisée. Donc, on a vraiment repensé notre modèle pour repasser au bac inox. Alors, je dis bien repasser parce que il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, on y était déjà au bac inox. Et donc, livrer nos repas à partir de bac inox, à partir de nos cuisines centrales. Dit comme ça paraît simple, ça n'est pas du tout. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Alors, aujourd'hui, on a 95% de nos repas livrés qui sont livrés dans des bacs inox et notamment, c'est sur le parti petite enfance et scolaire, c'est 100% qui sont livrés en bac inox. Les 5% restants, c'est aussi des difficultés plutôt sur du portage à domicile, où là, on va en plus toucher notamment des personnes âgées qui ne sont pas forcément habituées à réutiliser correctement l'usage du réemploi. Alors, pourquoi on a choisi l'inox aussi par rapport à du verre, par exemple? L'inox, ça ne casse pas, ça ne s'ébrèche pas. À la différence du plastique, on est assuré qu'il n'y a pas de migration chimique dans les aliments. C'est plus sûr au niveau sanitaire, c'est une matière inerte. Ça ne se déforme pas à la réchauffe. Voilà, ça résiste aux différentes contraintes de livraison. C'est une durabilité qui a été quand même éprouvée. Ça ne se tâche pas. Vous savez, des plats en sauce, voilà, ça ne se tâche pas. C'est des choses importantes pour nous. Ça ne se déforme pas dans le temps. Alors, toutes ces actions, il a fallu les accompagner puisque nous, nos repas, quand ils sont livrés, ils sont remis en température par le personnel de nos clients. Donc, il a fallu accompagner ces personnes qui ne sont pas nos collaborateurs aussi dans cette transition. Donc, organiser des formations, organiser des explications, donner du sens à ce qu'on fait pour que le personnel de nos clients rince les bacs inox pour nous les remettre et ça repart donc dans nos cuisines centrales. Nous, on a dû réorganiser des laveries dans nos cuisines centrales, on a dû réorganiser nos camions de livraison, on a formé aussi tous nos chauffeurs-livreurs au port de charges lourdes. On a travaillé notre communication interne pour faire adhérer l'ensemble des parties prenantes sur l'intérêt environnemental et l'investissement qu'on faisait à ce moment-là, l'investissement durable qu'on avait envie de défendre. Et évidemment, c'est aussi un enjeu pour nos clients, un enjeu commercial, puisque certains de nos clients ne souhaitent pas avoir cette solution et préfèrent rester sur des solutions en plastique. Donc, un dialogue, ça nous permet de discuter avec nos clients à ce moment-là sur ces marchés qui sont assez stratégiques. Donc, l'idée, c'était de commencer cette transition avec ce qu'on appelle, nous, les bacs inox. Donc, vous voyez, c'est des gros contenants, comme on voit à l'écran, avec les laveries qui sont remis en place. Et puis, on avait aussi, pour tout ce qui est plat individuel, notamment pour la partie plus adulte ou cafétéria, cette réflexion aussi à mener. Auparavant, c'était des barquettes en carton, donc qui pouvaient passer au micro-ondes, etc. facilement, vous savez, pour les plats emportés, pour pouvoir le réchauffer à la maison notamment. On a aussi travaillé sur un format qu'on a appelé la box inox, qui est un format aussi en inox pour pouvoir proposer à nos clients en cafétéria cette solution de réemploi. Et là, ça a été une vraie innovation API puisqu'on a travaillé avec
un fournisseur qui fabrique ces box inox dans le Nord. L'innovation, c'est que c'est des box inox qui passent au micro-ondes. Donc là aussi, on a la possibilité de le réchauffer. Donc ça, c'était important pour nous. Et puis, par exemple, pour un restaurant qui fait à peu près 100 repas, ça nous a permis d'éviter par an 471 kilos d'emballage jetable. Donc là aussi, on a quantifié effectivement l'impact du réemploi positivement sur l'environnement. Donc tous ces sujets, si je dois juste exprimer une conclusion, mais c'est vrai que tous ces sujets, c'est des sujets qui se pensent sur le long terme, puisque ça met beaucoup de temps à se mettre en place, aussi bien sur la notion d'investissement, de choix de matériel, de communication. Et c'est que sur le long terme, finalement, qu'on aura cet effet positif, qui nous permet d'assurer qu'on a fait le bon choix à un moment donné. Et voilà, maintenant, quelques années plus tard, on est quand même assuré qu'on ne regrette pas notre choix et que ça a été une très bonne idée de transiter sur du réemploi à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Je vais reprendre le relais pour plutôt faire un focus sur le collectif qu'on pense comme un moteur de changement des organisations au sein de l'association Ma Petite Planète. Voilà, on a beaucoup parlé de structuration et de filières, etc. Une partie du défi, il est aussi humain. Voilà, comment faire en sorte que vos équipes, elles adhèrent, elles s'impliquent et elles changent leurs pratiques. Et du coup, au sein des organisations qu'on accompagne, le Challenge Ma Petite Planète va jouer un rôle clé pour embarquer les collaborateurs ou les agents dans la transition. Pour vous expliquer un petit peu, on est parti, nous, du constat que tout le monde se renvoie la responsabilité d'agir en premier. C'est le cercle de l'inaction. Donc, pendant ce temps, personne ne bouge. Et vous en avez certainement déjà entendu parler. Et donc, pour sortir de ce blocage, ça nécessite la volonté de l'action de tous les citoyens, que ce soit les salariés dans les entreprises, les agents dans les collectivités, les étudiants dans les établissements du supérieur et les personnels. Et du coup, en nous mettant tous et toutes à l'action, on pourra pousser ces trois acteurs que sont donc les entreprises, l'État de manière générale, je vais le regrouper sous ce terme, et les citoyens, du coup, à agir eux aussi pour engager de l'action et puis pour que tout le monde puisse changer ses habitudes de consommation. Et donc, on peut avoir un impact concret à apporter. Et on a vu qu'avec le Challenge Ma Petite Planète, on agit comme un levier de transformation culturelle avec une mobilisation interne, avec un vrai impact sur les comportements. Notre objectif, ça va être d'engager les salariés autour d'actions concrètes et ludiques. Donc, il y a une thématique sur les déchets dans l'application notamment. L'idée, c'est vraiment d'accélérer la prise de conscience sur ces enjeux de déchets, de tri, de réemploi. On a des défis très variés, très faciles ou plus experts, on va dire, pour les personnes qui s'y connaissent davantage sur ces sujets-là. L'idée, c'est vraiment d'aller créer une culture commune et de dépasser ces freins humains à la mise en place de pratiques durables. On va mesurer aussi l'impact du challenge qui dure donc 3 semaines et qui est à réaliser en équipe. Là, je vous partage simplement l'équivalent en termes d'empreinte environnementale qu'on mesure depuis l'édition du printemps 2021. Et on mesure notamment la quantité de déchets évités équivalente. Donc, c'est 112 tonnes de déchets qui ont été évités grâce à l'action des plus de 528 000 players, donc joueurs et joueuses qui ont participé au challenge. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment accélérer la prise de conscience, permettre aux personnes de vraiment passer à l'action concrètement. Et ça marche aussi bien en entreprise qu'en collectivité. L'idée, c'est de créer vraiment une émulation commune et de pouvoir embarquer un maximum de personnes dans la transition. Je redonne la parole à Sarah pour aller plus loin dans ce qui va concerner la coopération inter-entreprise avec un autre exemple concret. Oui, bien sûr. Samuel a introduit le sujet autour du réemploi. Effectivement, c'est un des leviers aujourd'hui assez centraux de la transition circulaire. Et on a eu l'exemple de Laure aussi sur la restauration collective qui sont super inspirants. Pour continuer sur l'aspect
coalition, moi j'aimerais vous partager un exemple donc, de coalition qu'on a menée sur l'industrie cosmétique pour aller vers plus de réemploi. L'origine de cette coalition, c'est répondre à un triple enjeu auquel fait face l'industrie cosmétique, un enjeu environnemental, donc réduire les emballages à usage unique pour réduire le nombre de déchets, le volume de déchets qu'elles produisent. Il y a un enjeu réglementaire. Il y a aujourd'hui la loi AGEC qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui est complètement centrale dans la transition circulaire, qui pousse vers plus de réemploi en prévoyant un objectif de 10% d'emballages réemployés mis sur le marché d'ici 2027. Et il y a aussi un enjeu sociétal que Samuel évoquait, qui est qu'on a une forte attente des consommateurs aussi à aller vers des pratiques de réemploi. Si je parle que de la cosmétique, on avait mené une enquête avec l'Eco qui montrait qu'aujourd'hui, on avait 94% des Français qui étaient prêts à réutiliser leur flacon de shampoing, par exemple. Donc, face à ce constat, on s'est dit il y a vraiment un intérêt d'accompagner les acteurs de la cosmétique vers plus de réemploi. Et donc, on a monté une coalition de grandes entreprises avec l'ensemble des marques que vous voyez là, avec pour objectif de penser, expérimenter et modéliser un système de consigne pour les produits de soins. Et c'est une démarche qui s'est structurée en 2 étapes principales. D'abord, on a co-construit avec les marques. Donc là, c'est hyper intéressant parce que le secteur cosmétique, évidemment, est un secteur extrêmement concurrentiel. Et c'est un peu le changement d'état d'esprit que j'évoquais en préambule, qui est, voilà, on a aujourd'hui des marques historiquement concurrentielles qui se réunissent, qui se mettent autour de la table pour se dire, on va travailler ensemble pour aller vers plus de circularité, réduire nos impacts environnementaux. Donc, c'est assez fort comme message. Et donc, elles ont travaillé ensemble dans un premier temps pour choisir les produits qui allaient pouvoir être réemployés, identifier les différents contenants qu'elles allaient pouvoir utiliser, réfléchir aussi au parcours client, comment ça se passe concrètement pour les consommateurs et les consommatrices d'utiliser des produits consignés. Et ensuite, on a lancé l'expérimentation en point de vente. Donc, ça a démarré en septembre 2024 dans 8 magasins avec un élargissement à une quarantaine de points de vente en 2025. Aujourd'hui, on a une centaine de références qui sont testées. Donc, on a des gels douches, des crèmes, des shampoings, des compléments alimentaires aussi avec Aromazone. Et le parcours client, il est assez simple. On a le consommateur ou la consommatrice qui achète son produit, qui l'utilise, qui ensuite le ramène au magasin dans lequel il est stocké, puis collecté et ensuite lavé. Et tout l'intérêt de le faire en coalition, c'est que, évidemment, si une marque décide de le faire seule, ça veut dire qu'elle gère la collecte, le transport, le lavage et la remise en circuit. Ce qui, du coup, pour une seule marque, a évidemment des coûts économiques assez importants, mais aussi un impact environnemental énorme parce qu'il y a toutes les émissions liées au transport, au lavage, etc. Donc voilà, tout l'intérêt de le faire en coalition. Et là, à ce stade, on a aussi une logique d'innovation qui a été mise en place avec, du coup, je l'évoquais rapidement, un processus de logistique inversé pour collecter les flacons, un partenariat avec un laveur pour organiser un lavage industriel de ces contenants-là et différents tests de recherche et développement aussi, évidemment, parce qu'on se parle de cosmétiques et donc on a tous les enjeux de sécurité, d'hygiène qui sont absolument fondamentaux. Aujourd'hui, l'expérimentation, elle est toujours en cours. On a 8 ACV qui ont été réalisés pour les marques pour évidemment évaluer, donc l'ACV, pardon, peut-être que je le définis, c'est l'analyse de cycle de vie pour vérifier que ce modèle de réemploi est, d'un point de vue environnemental, plus intéressant que l'usage unique. Aujourd'hui, 8 des ACV qu'on a réalisés prouvent bien que le réemploi est avantageux sur le point de vue environnemental. Et on est en parallèle aussi en train de réaliser une modélisation économique pour évidemment encourager le passage à l'échelle et identifier les conditions de rentabilité de ce modèle une fois qu'il sera passé à l'échelle. Donc, sur cette coalition-là, on a effectivement un bon exemple de coopétition à fort impact avec des concurrents qui collaborent et qui vont vers des standards communs
avec là aussi une logique d'optimisation des coûts et des impacts environnementaux. Et on a aussi, je l'évoquais en préambule, un vrai pouvoir d'influence de la filière vis-à-vis des pouvoirs publics qui montre qu'elles ont été en capacité de s'unir pour travailler ensemble. Et ce modèle, il est réplicable parce qu'aujourd'hui, on a lancé le même type de coalition sur la filière des parfums. On est en train de le faire sur les produits de droguerie, parfums, hygiène qui sont distribués en GMS. Et on est aussi en train de réfléchir sur d'autres pratiques de réemploi, comme par exemple les emballages e-commerce, qui là aussi sont une source de déchets absolument catastrophique et conséquent. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Sarah. Je vous propose de rapidement conclure en une phrase, Sarah, Samuel et Laure, et qu'on passe directement aux questions. Je vais afficher toutes les conclusions du coup qu'on avait identifiées. Voilà, si en un mot, vous aviez un dernier mot pour la fin, quel serait-il? Oui, je vais conclure du coup parce que c'est en lien avec tout ce que je viens de dire. C'est qu'effectivement, la transition circulaire, c'est avant tout une transition qui est systémique. Donc, il va falloir effectivement qu'on transforme nos manières de produire, de consommer, mais il faut avant tout transformer nos façons de travailler pour que ce soit possible. Et c'est pour ça que nous, on est convaincus qu'il faut travailler en collaboration, en compétition et finalement s'inspirer du vivant où en fait la nature, elle le fait depuis toujours, travailler en écosystème et faire des déchets des uns les ressources des autres. Donc c'est vraiment, je pense, un modèle duquel on peut clairement s'inspirer. Et je terminerai avec une phrase de Lavoisier qu'on cite très souvent quand on parle d'économie circulaire, c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et je pense que c'est une manière assez pertinente de définir la circularité. Alors, moi, je voulais réagir sur les interventions précédentes, donc je profite de mon temps de conclusion pour réagir sur deux trucs. Le premier, c'est l'approche ludique de Ma Petite Planète. Elle marche très bien. Moi, je l'ai testée l'an dernier et c'est vrai que on croit tout connaître quand on travaille dans le milieu et en fait, on a encore beaucoup de choses à améliorer. Donc, voilà, je recommande. Et la deuxième chose, c'était aussi en lien par rapport à une des questions qui est posée là sur le chat, ce remplacement par du réemploi des contenants réutilisables, qu'a très bien expliqué Laure. Nous, on l'a aussi expérimenté dernièrement dans une étude de faisabilité dans les Vosges, avec des hôpitaux. Faut savoir que les hôpitaux, les EHPAD, les CRS, très souvent, ils livrent des repas. C'est très souvent en plastique, la petite entrée, le petit dessert, le petit plat, etc. Et en réalité, ils ont toute la chaîne pour faire du réemployable. Donc, ça peut se faire par contre. C'est sûr que si ce n'est pas approprié par les utilisateurs et si ce n'est pas co-construit avec eux, eh bien l'impact il peut être moins bon parce que si on se retrouve à perdre le contenant, chaque contenant va avoir plus d'impact qu'un petit contenant en plastique. Donc il faut absolument que ce soit approprié par toutes ces cibles pour que l'impact environnemental soit au bout des courses. Donc en réponse, oui, mais on a bien un impact positif dans tous ces cas, il faut y aller, mais il faut co-construire avec tous les utilisateurs. Merci Samuel. Laure, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je vais rebondir aussi sur l'aspect mobilisation, puisque c'est essentiel pour pouvoir accompagner des sujets de transition, que ce soit nous en entreprise, auprès de nos collaborateurs ou auprès de nos clients, nos convives, toutes les personnes qui gravitent autour de ce sujet. Et c'est vrai que nous aussi, on s'est appuyé sur Ma Petite Planète pour compléter un petit peu la mobilisation de nos collaborateurs par rapport à ce qui était déjà fait. Ça permet de donner encore un peu plus de sens dans nos actions. Ça permet de renforcer la cohérence aussi de l'entreprise par rapport aux actions qui sont proposées. Donc, moi, j'insisterai vraiment pour dire que il faut qu'il y ait de la cohérence, il faut qu'il y ait de la mobilisation de toutes les parties prenantes et ne pas négliger cette transition, l'accompagnement au changement qui peut être un vrai facteur de réussite, mais qui, quand c'est mal fait ou pas fait du tout, ça peut au contraire être limitant et avoir un impact négatif. Merci à tous les trois pour vos conclusions et on peut passer du coup au temps de questions-réponses. Je vais mettre aussi en même temps
nos coordonnées. Et puis, Mafé, je te laisse peut-être partager le lien dans le chat. On va vous demander simplement de remplir un petit questionnaire aussi pour savoir quelles sont vos problématiques, ce que vous rencontrez comme problématiques, pour savoir quel prochain webinaire on pourrait vous proposer. Donc, c'est aussi dans votre intérêt de répondre à ce petit formulaire. Enfin, voilà, c'est vraiment pour nous guider. Et donc, je vais reprendre ce qui était dans le chat, les premières questions. Je ne sais pas pourquoi mon chat ne s'affiche pas en entier, donc je ne vois pas les questions qui ont été répondues ou pas, pardon. Alors, du coup, la première question. Il y en avait une première sur le fait que la réparation ne soit pas forcément incluse dans les 3 R. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de R, on peut en avoir une dizaine. Donc, il faut aussi repenser l'économie, etc. Donc, la réparation, souvent, on l'inclut dans le fait de réduire, dans le reduce. Donc, en effet, ce n'est pas absent, mais ce n'est pas toujours cité dans les 3 R. Ah oui, après, je vois, il y avait une autre question sur l'intelligence artificielle peut-elle aider à réduire les déchets alimentaires, meilleure prévision de la demande, gestion des stocks, contrôle des portions. Et à ce sujet, j'avais fait une première réponse, mais disons qu'il faut faire attention au technosolutionnisme, de faire croire qu'une technique va répondre à un problème. Il y a des effets rebonds systématiques. Néanmoins, il y a quand même des cas où ça peut se justifier environnementalement, notamment au niveau agricole, par exemple. Il y a différentes études là-dessus qui peuvent le montrer, ou en termes de santé. Merci Samuel. La prochaine question, c'est déshydrateur, bonne ou mauvaise idée? Alors, chez Happy, nous, on n'utilise pas ou très peu de déshydrateurs, vraiment dans des cas exceptionnels, puisque le déshydrateur réduit le biodéchet. Alors là, on parle bien de techniques de valorisation de biodéchets. Et le déshydrateur, sauf si je me trompe, mais je ne suis pas une experte sur le sujet en termes de technicité, mais le déshydrateur ne valorise pas. Donc, ce qu'on récupère du déshydrateur reste un déchet qu'il faut pouvoir valoriser. Donc, nous, c'est vrai qu'on travaille plutôt avec des partenaires territoriaux pour faire collecter nos biodéchets, pour qu'ils soient ensuite valorisés soit par de la méthanisation, soit du compostage industriel, qui sont les 2 techniques de valorisation de biodéchets réglementaires, voilà, sur la partie restauration collective. Et Laure, il y a encore une question pour toi. Comment assurez-vous la collecte et le lavage des bacs? Tu en as en partie d'y répondre. Alors, la collecte et le lavage, donc c'est nos camions de livraison en fait, qui repartent avec les bacs qui ont été livrés à nos clients. Donc, on les récupère rincés et le lavage se fait au niveau de la cuisine centrale avec une laverie. Alors, il faut imaginer des grandes laveries, c'est pas les petites laveries pour 4-5 personnes, c'est des grandes machines qui sont adaptées à la taille des bacs, qui permettent de laver les bacs et c'est réutilisé dès le lendemain, en fait, tout simplement. Merci Laure. Alors, il y a encore une question, c'est Romain Adam qui dit, donc j'ai raté la fin de l'intervention de Laure concernant le passage au bac inox, donc peut-être que la réponse à ma question était dans ton discours. Mais donc, sa question, c'est « Avez-vous évalué l'impact sur d'autres limites planétaires de ce passage au réemploi ?» Je pense à la consommation d'eau, d'électricité, du lavage ou de l'évolution logistique, certainement plus de kilomètres de camions. Bien sûr, alors même en termes d'impact carbone, puisqu'on est aussi engagé dans des actions de décarbonation, donc évidemment, on a réfléchi à tout ça. Le passage au bac inox, il doit se penser sur le long terme. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de l'avoir en tête. On a aussi accompagné à la consommation d'eau, notamment sur l'usage, à utiliser des techniques pour réduire les consommations d'eau, à utiliser des produits lessiviels plus efficaces, à faible concentration et avec un l'écolabel quand c'est possible de pouvoir l'utiliser. On a repensé aussi nos chaînes logistiques pour optimiser nos tournées de livraison par rapport à ça. Donc, ça nous a fait aussi repenser d'autres actions qui étaient avec un impact environnemental, pas uniquement sur la partie déchets, mais effectivement sur les consommations, sur l'empreinte carbone, etc. On a essayé d'avoir une vision assez globale. On s'est fait aussi accompagner sur la quantification carbone. Donc, tous ces sujets ont été étudiés et ce qu'il en ressort, c'est que l'impact environnemental
est positif sur le long terme quand on arrive aussi à avoir en fait la rentabilité de l'usage du bac inox parce qu'il est déjà utilisable de nombreuses fois, quasiment à l'infini. Un bac inox ne s'use pas ou très peu. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est de ne pas récupérer son bac inox parce que des fois, il y en a des petites pertes. Voilà, c'est vraiment une opération gagnante sur le long terme, aussi bien en termes d'empreinte carbone que de gestion de déchets, notamment avec toute la quantification du plastique évité. Mais ça ne nous empêche pas d'être vigilants, effectivement, sur tous les autres aspects, comme vous l'avez mentionné, sur le lavage, notamment sur la consommation d'eau, sur la consommation de nos véhicules pour optimiser aussi ces postes-là. Merci pour ce complément de réponse. Voilà, le webinaire se termine. Merci encore de bien répondre au questionnaire. Il est très rapide, il y a 3 questions et c'est aussi pour nous aider encore une fois à nous améliorer et puis à vous proposer d'autres contenus. Donc, c'est super important. Ah non, je vois une autre question, pardon. Est-ce que vous avez été confronté à des situations où le cadre normatif empêche la mise en place de solutions de réemploi et comment l'avez-vous surmonté le cas échéant? On rencontre souvent le problème dans le BTP ou l'industrie lourde ou le médical. Dans tous les cas, pour les personnes qui souhaitent partir, merci d'avoir participé au webinaire. On reste connecté 5 minutes de plus et moi, je vais devoir vous laisser parce que j'anime autre chose. Mais si et non, Maria Fernanda, tu pourras prendre le relais. Elle travaille avec moi au sein de Ma Petite Planète et m'a beaucoup aidée à l'organisation de ce webinaire. Merci. Moi aussi, je dois vous quitter. Je suis désolée, mais j'enchaîne sur une autre réunion. Et moi, j'ai 2 minutes de plus pour répondre à cette petite question. En effet, le levier réglementaire est souvent un avantage. Il y a aussi des cas où il force le renouvellement de produits. On pense à l'obsolescence liée, par exemple, à la 5G. Mais on a aussi des cas, en effet, il y a eu des projets de réemploi de matériel médical qui sont interdits, alors qu'on pourrait avoir énormément d'impact. Et c'est vrai aussi dans le BTP, comme vous le signalez. Donc, il y a parfois un petit train de retard lié à certaines normes. Donc, dans certains secteurs, c'est problématique. Je pense que dans la plupart des cas, on est quand même sur un avantage, une poussée liée au cadre réglementaire qui est plutôt favorable et qui a plutôt le problème de ne pas être appliqué, de ne pas être contrôlé, de ne pas être sanctionné, ce qui ne pousse pas forcément les bons élèves à avancer. Voilà pour répondre, mais c'est quand même une grande question. Merci beaucoup Samuel, merci à tous les intervenants présents. On reste en contact et je vous souhaite une très bonne journée. J'arrête l'enregistrement. Merci encore et bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Merci.